bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont Blanc. Il est 18 h, nous sommes le mercredi 5 novembre 2025. Voici les titres de l'actualité ce soir. Comment gérer ses émotions en montagne? Dans une récente étude, Guillaume Pellet-Bourgeois, notre invité, met en relief l'importance de l'intelligence émotionnelle dans la prise de décision dans des milieux à risque. Il est sur notre plateau. Et puis, à vos pâtons, prépartez. Pendant 2 jours, le Salon alpin d'Albertville a accueilli une compétition réservée à des pizzaiolos bien aventureux, avec à la clé l'honneur de représenter la région à Paris en avril prochain. Je vais vous en parler donc en titre. On débute donc cette émission avec mon invité. J'ai le plaisir de vous accueillir sur ce plateau, Guillaume Pellet-Bourgeois. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes professeur de PS, moniteur de ski au lycée Frison-Roche à Chamonix et vous avez publié récemment une étude sur les dangers en montagne. Oui, tout à fait. Ça a été à 45 ans une reprise d'études parce que voilà, j'avais exploré les mécanismes émotionnels, alors un peu brutalement au début, en 2010 avec une avalanche qui a un drame en montagne qui m'a fait prendre conscience que j'avais plutôt une mauvaise gestion des émotions. Et c'est vrai que derrière, j'ai voulu approfondir le sujet. Je me suis formé en préparation mentale, j'ai accompagné des athlètes, des dirigeants, et puis je me suis intéressé à l'intelligence émotionnelle. Et c'est vrai que pour approfondir scientifiquement, rien de tel que de se former, d'aller reprendre des études. Donc j'ai fait un Master 2 en neuropsychologie et neurosciences. Et l'étude que j'ai menée durant ce Master m'a permis de montrer que les décisions sous risque, elles mêlent intimement émotion et raison. Alors dans cette étude justement, vous faites donc le lien entre le cœur et le cerveau. Autrement dit, l'intelligence émotionnelle et la fréquence cardiaque peuvent influer sur la gestion et l'appréhension du risque en montagne. Tout à fait. En fait, on a d'abord regardé 2 facteurs qui sont prioritaires. C'est l'expertise et l'âge, parce que quand on est en montagne, il faut d'abord avoir des compétences, des connaissances pour gérer le risque correctement. C'est une évaluation objective du risque que je fais moi quand j'accompagne des clients, que n'importe qui a un métier à risque fait. Un chirurgien fait la même chose, un pilote, un dirigeant. Mais là, en fait, ces facteurs objectifs, ils ne sont pas suffisants. Moi, dans l'étude, ça explique quasiment 10% de la gestion du risque. Et en fait, on y a ajouté 2 dimensions des émotions. Le côté psychologique, ça, c'est l'intelligence émotionnelle. Et le côté physiologique, ça, c'est la variabilité de fréquence cardiaque. Et quand on associe ces 2 dimensions des émotions, en fait, on a quasiment 12% de précision dans le modèle de prédiction de la gestion du risque en montagne, ce qui n'est pas négligeable quand on sait qu'on a 88% des avalanches qui sont déclenchées par la victime elle-même ou un membre de son groupe. Ce sont des résultats qui vous ont surpris? Vous attendiez un petit peu à ce genre de données? Mon expérience personnelle, parce que voilà, l'habitude, ces années passées m'ont montré que ça avait de l'importance. Je pense qu'aujourd'hui, on est quand même plus au fait. Ça fait de nombreuses années qu'on sait que les émotions sont indissociables de la décision. Mais c'est vrai que, par exemple, on a eu des résultats plus surprenants. Par exemple, le fait que l'expertise augmentait la prise de risque, ça, c'est quelque chose qu'on ne s'attendait pas forcément et qui, malgré tout, peut prendre du sens quand on analyse la littérature scientifique. Alors, pour passer de la théorie à la pratique, vous allez mettre en place un protocole de recherche avec des professionnels de la montagne. Je crois que ça se passe au mois de décembre. Comment est-ce que ça va se passer très concrètement, justement ? Alors très concrètement, la partie physiologique des émotions, la variabilité de fréquence cardiaque, c'est les micro-variations qu'on a entre chaque battement cardiaque. On peut la mesurer avec une montre, avec un capteur de fréquence cardiaque ou même de nos jours avec un simple téléphone posé sur le buste. Et en fait, c'est ce côté physiologique. Avec Pierrick Leland de l'Université de Genève, on est en train de développer une application pour intégrer l'aspect psychologique de l'intelligence émotionnelle, des compétences émotionnelles, pour le matin se lever et avoir des indications sur notre état décisionnel, parce qu'aujourd'hui, on sait qu'on peut se retrouver dans des situations où on pense être lucide, où on pense que les émotions ne nous impactent pas, alors qu'elles colorent déjà notre analyse du risque. Une des conclusions de votre étude, on peut dire que ce ne sont pas seulement les compétences techniques qui comptent, mais aussi cette capacité à savoir gérer ses émotions. C'est exactement ce que montre l'étude. Comme je le disais au début, les émotions et raison, on a toujours un petit peu ce vieux débat qui persiste entre les cartésiens et les intuitifs. L'étude montre justement que c'est l'association des deux qui est importante. Et il faut arriver à prendre en compte ces 2 aspects
sans les deux, on est sujet à des décisions qui peuvent être graves. Comment elle s'est passée, cette étude? Vers qui vous tournez? Comment est-ce que vous avez procédé? Eh ben, j'ai cherché 70 participants, parce que pour une étude scientifique, il faut qu'il y ait un peu de matière, et pour que les statistiques aient de la valeur. Ces 70 participants, ils allaient de l'étudiant au lycée de Chamonix en biqualification alpinisme, donc de 15 ans, avec une année de formation, donc on va dire le plus jeune, le moins expérimenté, jusqu'à des guides déjà recyclés qui avaient 50 ans pour le plus âgé. Et on a eu un panel de gens qui étaient aspirants guides en formation, jusqu'à des formateurs à l'ENSA, à l'École nationale des skis et d'alpinisme, ou des gens du PGHM de Chamonix, donc avec un haut degré d'expertise. Il faut savoir que vous intégrez également vos découvertes dans la formation, vous prodiguez aux élèves au lycée Frison-Roche à Chamonix. Tout à fait. Le lycée, c'est mon laboratoire à ciel ouvert. C'est vraiment le cœur de mon métier. J'ai ces deux vies-là en parallèle, entre le lycée à Chamonix en tant que prof de PS, moniteur, où ces jeunes, je veux leur faire appréhender le risque, pas seulement avec des compétences techniques, elles y sont, mais aussi sur cette gestion des émotions. Et puis de l'autre côté, quand j'accompagne des sportifs de haut niveau, des dirigeants, ou que je fais des conférences en entreprise sur l'intelligence émotionnelle, là c'est essayer de diffuser ça au plus haut point, le plus largement possible, parce que c'est vrai que ça nous concerne tous. Alors les métiers à risque, beaucoup plus, mais c'est vrai que tout un chacun, quand on décide de se marier, quand on décide de changer de job, ou quand on veut faire un enfant, c'est une décision à risque malgré tout. Vous l'avez évoqué, vous accompagnez également des champions olympiques ou des comités de direction sur leur gestion du risque, et là aussi, vous avez établi des similitudes avec un guide qui serait confronté à une avalanche. C'est une prise de décision sous risque. En fait, on a plusieurs choix. Dans ces choix, il y a des conséquences potentiellement graves, voire fatales, suivant le milieu dans lequel on est. Et on est capable d'estimer les probabilités de chaque choix. Cette situation-là, elle concerne beaucoup de monde. Elle concerne le guide, elle concerne le sportif en finale olympique, et elle concerne aussi, comme je le disais tout à l'heure, le chirurgien au moment d'évaluer les risques d'une opération, ou le pilote de ligne sur un atterrissage qui va être compliqué dans le brouillard, par exemple. Guillaume Pellet-Bourgeois, une dernière chose, un mot sur la méthodologie Guidos et sur l'impact de votre étude sur l'accidentologie, que là aussi vous cherchez à développer. Guidos, en fait, c'est une méthodologie qui est mise en place à l'École nationale de ski et d'alpinisme pour former les guides sur sur l'évaluation du risque. Et notre étude, elle a pu montrer qu'ils étaient justes dans le sens où ils prennent en compte le ressenti du guide et le ressenti, les émotions du groupe. Donc ça, c'est très important. Ils prennent tous les autres facteurs, bien sûr, en compte, mais ça a pu valider cette approche que l'ENSA essaie de mettre en place. Et puis après, c'est vrai que ça a des répercussions aussi un peu plus larges sur d'autres sujets. Avant de conclure, avant de vous remercier, un mot, je sais que vous avez un compte Instagram, si certaines personnes qui nous regardent sont intéressées, elles peuvent aller directement sur Instagram et voir ce qui s'y passe. Je sais que mes jeunes sont plus sur Instagram, donc j'ai monté un compte qui parle d'avalanche, qui parle de décision, et le but aussi c'est de le diffuser, donc j'ai un site internet également, et donc c'est sur les deux biais pour diffuser ces informations scientifiques. Merci infiniment, Guillaume Pellet-Bourgeois. Dans un tout autre registre, direction Albertville à présent, pendant 2 jours, le Salon Alpin accueillait la 2e édition du défi alpin de la pizza. Cette compétition relevée, disputée en 2 temps, met à l'épreuve les plus aventureux pizzaiolos de la région avant la finale nationale prévue à Paris en avril prochain. Durant ces 2 journées d'épreuve, les candidats devaient d'abord préparer la pâte avant de la garnir et enfin de tenter de convaincre un jury exigeant. Particularité de ce défi, la phase de préparation de la pâte, une étape supplémentaire qui ajoute de la tension et de la pression. Myrtille Laurent-Bourriou s'est rendue pour nous sur place. Reportage. Chrono serré, pâte en main et tension palpable. À Albertville, le défi alpin de la pizza a mis les candidats à rude épreuve. 2 jours pour convaincre le jury et surtout apprivoiser une pâte préparée la veille. C'est un défi parce que c'est un concours qui n'existe pas, nulle part ailleurs d'ailleurs. Ça impose aux candidats de sortir vraiment de sa zone de confort. Dans la plupart des concours, ils arrivent avec leur pâton fait, leur pâte à pizza qui est faite, et ils ont juste à étaler leur pizza et à cuire. Là, en étant sur 2 jours, c'est beaucoup plus compliqué à gérer et ça oblige les candidats à travailler sur leur technique d'empattement et s'adapter à n'importe quelle situation. Le matériel et les farines fournis par la maison Gamino impose aux participants technique et adaptation. Ambiance sérieuse, chaque concurrent dispose de 15 minutes pour réaliser sa pizza et la présenter au jury. Donc la taille de la pizza qui est notée sur 10, la couleur de la pâte suivant la cuisson également notée sur 10. On a le croustillant, donc il faudra goûter la pâte qui est notée sur 15.
Parmi les participants, de nouveaux visages, mais aussi des habitués des concours. Pour Sénad, pizzaiolo depuis 35 ans, le plaisir du défi reste intact. Vraiment le gros atout de ce concours, c'est la préparation de l'empâtement la veille. En fait, ça permet vraiment une transparence sur les candidats. Reste à voir si sa pâte réagit comme prévu. Très bien, je m'attendais à ça. Effectivement, comme j'avais dit, j'ai pris des risques à monter un petit peu l'hydratation. Donc voilà, c'est pour ça que je vais choisir un four un peu plus chaud pour qu'elle ne se rétrécisse pas. Surtout que la dimension, apparemment, c'est important de respecter les 29 cm. Mais parfois, pour d'autres concurrents, elle réserve bien des surprises. Elle était un petit peu trop froide, un peu trop fraîche. C'est pénalisant. Je pense que c'est la première chose qu'ils ont regardé quand j'ai ouvert le bac à pâtons. Donc voilà, après c'est dommage, mais c'est pas rédhibitoire non plus. Il manquait 4-5 degrés et j'ai fait comme j'ai pu. Entre adaptation, originalité et improvisation, chaque candidat joue sa place pour la grande finale. On les met en situation et à eux de prouver que du coup ils arrivent aussi à maîtriser leur art, l'art de la pizza, en dehors de leur pizzeria. Après 2 jours d'épreuve, 5 finalistes décrochent leur ticket pour Paris. Prochaine étape, la finale du championnat de France, où ils tenteront de décrocher le titre. Faire tomber les préjugés et promouvoir les valeurs de la fraternité et du vivre ensemble, c'est la vocation du festival Migre en Scène, organisé par la CIMAD, une association de solidarité pour les personnes migrantes, réfugiées et en demande d'asile. Ce rendez-vous fête cette année ses 10 ans d'existence en Savoie, du 4 novembre au 10 décembre. Au programme, des spectacles, des concerts, des projections, des conférences, mais aussi des animations sur le thème « Tissons des liens entre les peuples et les nations par-delà les frontières ». On écoute tout de suite à ce propos Michel Delberg, coprésident de la CIMAD à Chambéry. Il répond aux questions en visioconférence de Chloé Lemer. On sensibilise au travers d'événements culturels, parler autrement des phénomènes de migration, de l'accueil, de l'intégration, etc., autrement que par des grands discours. Voilà. C'est dans la réalité, dans le quotidien des choses. Le deuxième grand thème, c'est effectivement de favoriser les échanges avec les personnes que nous recevons, que les personnes nous accueillons en divers endroits de notre territoire. En tant que département frontière, on est directement concerné par les phénomènes migratoires. La Savoie a été pendant très longtemps, notamment au XIXe siècle, un département d'émigration, et aujourd'hui, ou depuis, après la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est devenu un département d'immigration. C'est-à-dire que pour faciliter son développement, pour faciliter la création des autoroutes, des stations de ski, etc., enfin voilà, il y a un développement naturel qui s'est fait grâce à l'apport d'une population d'immigrés. Alors on a deux événements majeurs. C'est à la fois l'inauguration et la conclusion. L'inauguration aura lieu au Dôme d'Albertville, pour la première fois, qui participe à ce festival, et qui, au-delà de l'aspect inauguration proprement dite, propose un spectacle, discussion, débat, qui s'appelle « On ne peut pas accueillir toute la misère du monde », qui est une phrase assez connue, en oubliant d'ajouter le reste, à savoir en y apportant chacun notre part, en fait. Donc c'est toute une soirée spectacle sur ce thème-là. Et il y a un deuxième événement qui est, comme je dis, la clôture, qui elle aura lieu à l'espace culturel André Malraux à Chambéry, qui sera avec un spectacle Dispac, en fait, avec des comédiens, qui est un thème de débat à partir de déconstruction des préjugés sur le thème de l'immigration. Mais en dehors de ça, on a, au cours de ce 10e anniversaire, l'idée était d'avoir 10 événements dans 10 lieux différents du département. C'est-à-dire de ne pas simplement être centré sur Chambéry et son agglomération, mais qu'il y ait effectivement une occasion de discussion, une occasion de partage, une occasion de débat dans chacun des grands territoires, des 10 grands territoires du département de la Savoie. Et à noter que le festival se déploie aussi en Haute-Savoie du côté d'Annecy, mais aussi plus largement sur tout le territoire Auvergne-Rhône-Alpes. Toutes les informations sur la programmation sont à retrouver sur le site du festival. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Merci à toute l'équipe pour son aide. Tout de suite, les nouvelles du temps avec la météo préparée et présentée par Thierry Paulme. On se quitte en musique avec des images qui nous viennent tout droit d'Éménuire où la neige s'est invitée, comme vous pouvez le voir sur les massifs et dans le village. Passez une très belle soirée. Retour de l'information sur 8 Mont Blanc ce jeudi à partir de 18h.